Ok. Bon, donc du coup, on va démarrer un cycle de formation il y aura 5 formations sur un cycle de code. On va prendre en main des bonnes pratiques de code. Du coup, Maïna et Cyril vont nous présenter la première partie de ces sessions. On va surtout faire en sorte qu'il n'y ait personne qui lutte pour les sessions d'après, c'est-à-dire que le setup soit correct. Il y a une première prise en main de Git. On sera là en support pour tous ceux qui ont des questions sur des problèmes techniques, etc. N'hésitez pas à solliciter un peu tout le monde autour de vous si vous avez des questions. Voilà. Et puis, allez-y. Démarrez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Omaima, nous allons vous présenter la première session environnement de travail et dépôt GitLab. Nous aborderons les points essentiels, à savoir l'installation, la configuration SSH, l'environnement de travail et le versionnage de Jupyter Notebook. Après la présentation, nous pratiquons ensemble un TP pour qu'on puisse comprendre tout ça. Cette diapositive présente le plan de la session. D'abord, on introduit les objectifs, puis on comprend les notions de Git, GitLab et Forge Inra. Ensuite, nous passerons à l'installation, à une partie pratique, l'installation Git, vérification de l'environnement et comprendre la connexion à la Forge Inra. Ensuite, on va voir comment générer et configurer les clés SSH, cloner un dépôt existant et récupérer le projet en local. Finalement, on va faire un premier commit et le visionnage d'un Jupyter Notebook. Dans cette première partie, l'objectif est de comprendre pourquoi cette session est importante avant de commencer le travail de manière collaborative sur un projet, car elle pose sur les bases techniques indispensables. Et il faut aussi que chaque personne dispose d'un environnement Git fonctionnel, un accès sécurisé à la Forge Inra et une configuration correcte. Aussi, il faut assurer la traçabilité des modifications, la productibilité du travail et le bon partage des fichiers. Donc, à la fin de la séance, chaque personne, il faut avoir configuré le Git, enregistré le clé SSH, récupérer le dépôt en local et faire au moins un premier commit. Le schéma en bas présente le flux de travail que nous allons suivre. Maintenant, nous allons clarifier les trois notions qui sont utilisées ensemble, mais ce qui désigne pas exactement la même chose, Git, GitLab et Forge Inra. Tout d'abord, le Git est un outil de visionnage local installé sur une machine en local qui permet de suivre les modifications de fichiers et enregistrer l'historique avec des commits. Le GitLab est une plateforme collaborative, contrairement au Git, un outil versionnage en local. Au contraire, GitLab est une interface pour héberger des dépôts Git, permet de partager le code et travailler en équipe. Elle permet aussi de gérer les branches, le merge request, les issues, le pipeline. En fait, le GitLab travaille avec Git, mais il ne remplace pas.
Enfin, la forge INRA et le GitLab mis à disposition par l'INRA. Elle permet d'héberger les dépôts des projets à l'INRA accessibles à un compte ou une identification adaptée. Finalement, elle permet de cloner, pousser, partager les projets de formation. Après avoir clarifié la différence entre GitLab et Forge INRA, nous passerons maintenant à la partie pratique avec l'installation Git et la vérification de l'environnement. Sous Windows, on télécharge Git depuis le site officiel, on lance l'installation, on conserve les options recommandées telles Git Bash, le path par défaut et le OpenSSH. Pour Linux, l'installation de dépôt Git, l'installation de Git et se fait via le terminal suivant cette commande. Et pour le Mac aussi, l'installation de Git se fait en utilisant le paquet Homebrew, en utilisant cette commande. La vérification finale se fait par Git version pour tous les systèmes d'exploitation, juste le terminal qui change. Une fois la version est affichée, donc le Git est bien installé. Après l'installation, il faut maintenant configurer le Git une première fois. En fait, le Git, même configuration sur Windows, Linux et Mac, seul le terminal utilisé qui change. Pour le Windows, on utilise Git Bash. Pour Linux, le terminal, et pour le Mac, le terminal. La configuration se fait en utilisant ces deux commandes. La première commande, c'est pour identifier le nom. La deuxième commande, c'est identifier l'adresse mail. Une fois ces deux commandes tapées, on peut faire une petite vérification si le Git est bien configuré ou non selon cette commande. Les résultats attendus, Git connaît l'identification de l'utilisateur et pourra associer correctement chaque commit à un auteur. Cette étape se fait une seule fois par machine. Après la configuration Git, nous devrons maintenant faire la connexion à la Forge INRA. C'est une plateforme GitLab de l'établissement où on y trouve les dépôts, les accès, les membres et les clés SSH. Cette connexion se fait en 4 étapes. La première étape, c'est ouvrir la Forge INRA dans le navigateur. La deuxième étape, choisir l'identification de l'établissement. Et la troisième étape, la validation de l'accès à l'application. Finalement, on arrive sur la page d'accueil du compte. Maintenant, je laisse la parole à Oumaima pour continuer. Merci Cyrine, bonjour à vous tous. Donc maintenant, nous arrivons à une étape qui est très importante, c'est la clé SSH. On va voir sa définition, son rôle et comment on peut la générer. Donc, pour répondre à la question, c'est qu'est-ce qu'une clé SSH? La clé SSH est un mécanisme d'authentification qui est sécurisé. Il permet à une machine de prouver son identité auprès d'un serveur sans retaper à chaque fois le mot de passe pour chaque connexion. Et la clé SSH se crée sous forme d'une paire SSH qui contient la clé privée et la clé publique. Comment on peut expliquer simplement ces deux clés?
Donc, la clé publique est déposée sur la forge. C'est une clé qui ouvre l'accès. Et la clé privée, elle reste sur notre machine. Et c'est une clé qui prouve qui nous sommes. Donc, pourquoi on utilise les SSH? Déjà, premièrement, comme je vous ai dit en avance, pour éviter de retaper le mot de passe à chaque fois, pour sécuriser la connexion, pour identifier la machine autorisée et pour faciliter le clonage, le pull et le push à chaque fois. Donc, la création de la SSH se fait avec la commande suivante. Et pour créer la commande fait la création des deux paires et on trouve les clés dans un dossier .ssh qui, lorsqu'on l'ouvre, est dans l'image suivante. La première, c'est la clé privée et la deuxième, c'est la clé publique. Et lorsqu'on est en train de créer la clé SSH, on a des questions à répondre. C'est une étape qui est importante de choisir un passe-phrase si on veut vraiment protéger la clé privée lors d'un usage, lors de l'usage, si aucun agent SSH est configuré. Maintenant que la clé SSH est déjà créée, cette étape consiste à l'ajouter dans notre forge INRA. Pour cela, on va se mettre dans notre profil, ensuite aller sur périphérique comme montre la première image. Dans la barre qui se trouve à droite, on va aller sur SSH Case, Add a new key. Ensuite, on va coller notre clé SSH dans la barre ici. Et si on veut ajouter un titre, donner un titre à notre clé, on peut le mettre dans la barre titre. Et on clique Add Key pour l'ajouter. Une fois on a fini la troisième étape, on va se rendre sur la page SSH Key et on va voir notre SSH Key qui est déjà ajouté. Finalement, on peut tester la connexion en lançant la commande suivante sur Git Bash pour Windows et Terminal pour les autres systèmes. Juste à éviter de mettre la clé privée dans la forge, car la clé privée, c'est une clé qui est privée, qui reste dans notre machine. Et la clé SSH publique, c'est la clé qu'on met sur la forge, car c'est une erreur qui est très fréquente de rajouter la clé privée dans la forge, et c'est une chose qui est pas à faire. Ensuite, maintenant, on va passer pour faire un premier clonage de dépôt qui est déjà existant. On va le faire en local. Déjà, je vais commencer par définir le mot cloner pour qui ne connaissent pas. Cloner, ça veut dire récupérer une copie locale complète du dépôt distance sur notre machine. Pour ce faire, on va suivre les 3 étapes suivantes. On va se placer dans le dossier de travail. Pour nous, il s'appelle le cycle code. Ensuite, on va aller sur le bouton où on a le code en bleu. On va cliquer sur la flèche là-bas. On va couper le lien qui avec le titre Cloner with SSH. Ensuite, on va aller sur le terminal ou le Git Bash. On va se mettre dans le dossier où on veut cloner notre dossier. Nous, dans notre exemple, on l'a mis sur le bureau directement. On utilise la commande git clone et on met le lien qu'on a déjà pris sur la forge et le clone est déjà fait. Et pour les vérifications, on utilise les 3 commandes. On se place dans le dossier du projet avec la commande cd le nom de dossier. Ensuite, git statut pour confirmer que le dossier est bien un dépôt Git actif. Et la troisième
troisième commande, c'est pour vérifier que le dépôt des stocks correspond bien au lien SSH utilisé. Une fois on a cloné notre dossier, la structure attendue, c'est la suivante, c'est la structure de clone. Maintenant, on va passer pour vous montrer comment on peut modifier, ajouter au comité. C'est le cycle minimal qu'on peut commencer avec pour cette session. Donc, après le clonage, par exemple, on va ajouter un fichier README ou un fichier Jupyter. Puis, on enregistre cette modification dans l'historique. Pour cela, on a la séquence logique qui est en bleu et l'image à droite, c'est les commandes à suivre pour faire l'objectif ici. Donc, on commence par observer les changements avec la commande git statut, placer les fichiers dans la zone de préparation avec git add, créer un point historique clair avec git commit et afficher l'historique des commits de dépôt avec git log. Le schéma suivant résume les étapes à suivre. Et juste une petite remarque sur les messages qu'on ajoute lors d'un commit. Il est conseillé de mettre des messages qui sont courts et clairs pour que les membres d'équipe avec lesquels on travaille sur le même projet comprennent ce qu'on veut envoyer comme message et éviter les messages comme update, modif et test. Car même pour nous-mêmes, on peut oublier déjà ce qu'on a fait et quand on retourne au historique, on peut rien comprendre de tout ce qu'on a fait avant. Et maintenant, je passe sur le versionnage d'un notebook Jupyter. Le versionnage, donc pourquoi les fichiers Jupyter demandent plus d'attention qu'un fichier Python. Le problème avec les fichiers Jupyter, c'est que le fichier Jupyter, c'est pas un fichier simple qui contient que le code, mais avec le fichier, on peut avoir les sorties, les images, les métadonnées, ce qui rend l'historique qui est sale quand on fait un versionnage avec Git standard. Car Git, quand on l'utilise, il détecte beaucoup de changements qui ne concernent pas vraiment le code. Donc, la solution, c'est d'utiliser la bibliothèque NBStripout qui nettoie le notebook avant le commit et retire les sorties et ne garde que ce qui est utile. Elle choisit que le code et elle fait le versionnage et comme ça, on a un historique qui est propre. Et pour cela, on peut se rendre sur Google et mettre install NBStripout. Comme ça, on va trouver toutes les étapes qu'on va suivre chacun avec son système d'exploitation. Et on va trouver un fichier .git attribut sur notre dépôt. Cette diapo fait une conclusion ou une petite comparaison entre le versionnage d'un notebook et le versionnage d'un fichier Python. Sur 3 points importants, le cas d'usage, la nature de Git et les prérequis de versionnage. Donc, on peut voir avec les fichiers notebook, on a vu de point d'usage, elle est excellent pour l'exploration, la visualisation et la pédagogie, mais on a aussi les fichiers Python qui sont idéaux pour la production et le code consolidé. Au point de vue nature Git, le cas particulier qui est complexe pour les fichiers notebook, ce qui mélange le code plus les sorties, ce qui n'existe pas dans les fichiers Python, car ils sont des fichiers qui sont simples et propres. Pour les prérequis versionnage, les fichiers notebook exigent des précautions strictes et des outils de nettoyage. On utilise Git plus NBStripout. Et pour les fichiers, ce qui n'est pas obligé pour les fichiers Python, car on peut versionner avec une commande Git standard simple.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les notebooks sont pratiques, mais demandent des précautions spécifiques pour éviter un historique pollué. Les fichiers Python restent souvent plus simples à versionner. Et donc, à la fin de notre présentation, mais pas de notre séance TP, donc après, à la fin, lorsqu'on finit le TP, la fin de la séance, que chaque participant doit savoir refaire seul, on a divisé ça sur 3 axes. Il faut savoir préparer sa machine avec la vérification de Git, la configuration de name and l'email et de retrouver le dossier dans le travail local. Ensuite, il faut savoir accéder au dépôt en comprenant la forge INRA et différencier entre Git, GitLab et Git pour la forge INRA. Il faut savoir générer une clé SSH et l'ajouter à la forge et tester la connexion. Et à la fin, il faut savoir versionner proprement avec le clonage de cycle code, l'utilisation des commandes comme git statut et faire un premier commit et appliquer les bons réflexes dans les notebooks qui est utiliser la bibliothèque MPStreetPub pour avoir un versionnage propre. Et en conclusion, à la fin de cette première session, chacun doit pouvoir reconnecter à la forge, recloner le dépôt sur une autre machine et expliquer ce que fait un commit. Et donc, là, on peut passer pour commencer notre OTP. Déjà, on vous a envoyé un fichier PDF qui contient toutes les explications qu'on a déjà présentées en détail avec les commandes qu'on va utiliser et les exercices qu'on va faire pour mettre en place ce qu'on a présenté.